Bonjour, je vous présente cet ouvrage. Hegel, Phénoménologie de l'esprit, tome 1. George William Friedrich Hegel, publia en 1807, Épopée napoléonienne. Il propose une relecture du texte de l'histoire de la philosophie, de toute l'histoire de la philosophie. Œuvre puissamment structurée. Comment la conscience commune récapitule tout le devenir de l'humanité pour donner corps au devenir de l'esprit. Histoire universelle. Façon qu'a l'esprit de devenir phénomène. Acquérir effectivité à chaque époque du développement de la conscience. Étudiant, il s'enflamme pour l'idéal révolutionnaire et sa proclamation de la liberté. La terreur 1794 entraîne chez lui une véritable crise. Il parfait ses études philosophiques et esquisse son système de pensée. Il prône à ses étudiants de Iéna l'identité dialectique entre la singularité de la conscience et l'universalité de l'histoire. En 1830, à Berlin, né en 1770, il connaît enfin la consécration et meurt en pleine gloire en 1831 d'une épidémie de choléra. Il travaillait sur une nouvelle version de la phénoménologie de l'esprit, 1807, ouvrage où il se reconnaissait à la fin de sa vie. L'élément du vrai est le concept, et sa figure vraie, le système scientifique. L'absolu est le sujet. La philosophie est essentiellement dans l'élément de l'universalité qui inclut dans soi le particulier. La fin serait la chose même. La chose n'est pas épuisée dans sa fin, mais dans son exécution. Pas plus que le résultat n'est le tout effectif, mais de concert avec son devenir. La diversité est la limite de la chose. Elle est là où la chose cesse. Le plus facile est de juger ce qui va à teneur et densité. Le commencement de la culture et de l'arrachement laborieux à l'immédiateté de la vie substantielle se trouve toujours fait en gagnant des connaissances de principes et points de vue universels, faisant bientôt place au sérieux de la vie accomplie, contribuer à ce que la philosophie approche de la forme de la science, du but qui consiste à pouvoir renoncer à son nom d'amour du savoir et à être savoir effectif. La nécessité intérieure que le savoir soit science tient à sa nature et c'est seulement la présentation de la philosophie elle-même qui est l'explication satisfaisante à ce propos. La vérité a au concept seul l'élément de son existence. Arracher les hommes à l'abîmement dans ce qui est sensible, commun et singulier, et orienter leur regard vers les étoiles, démarche concernant le même objet. L'esprit a rompu avec le monde de son être là et de son représenté, et conçoit d'abîmer cela dans le pensé et dans le passé. La substantialité inclut dans soi aussi bien l'universel ou l'immédiateté du savoir que cette immédiateté qui est être ou immédiateté pour le savoir. Fait de saisir Dieu comme la substance une, la substance vivante est l'être qui est en vérité sujet ou ce qui est vérité effectif. La vie de Dieu et le connaître divin peuvent bien se trouver énoncés comme un jeu de l'amour avec soi-même. En soi et l'universalité abstraite
dans laquelle on ne prête pas attention à sa nature d'être pour soi et par là l'auto-mouvement de la forme. La forme est aussi essentielle à l'essence qu'elle à soi-même. L'essence auto-intuition pure du divin forme dans toute la richesse du développé. L'essence se trouve saisie et exprimée comme quelque chose d'effectif. Le vrai et le tout. Mais le tout n'est que l'essence s'achevant par son développement. L'absolu est résultat. C'est au terme qu'il est ce qu'il est en vérité. C'est une méconnaissance de la raison lorsque la réflexion se trouve exclue du vrai et non pas saisie comme un moment positif de l'absolu. L'embryon est l'homme en soi, mais pas pour soi. Il ne l'est que comme raison cultivée qui s'est faite ce qu'elle est en soi. La raison est l'agir conforme à la fin. La fin exécutée où l'effectif étant là et le mouvement et le devenir déployé, et c'est cette inquiétude qui est le soi. Le soi est l'égalité et simplicité se rapportant à soi. Le savoir n'est effectif et ne peut se trouver présenté que comme science ou comme système. L'exécution positive proprement dite du commencement est tout autant un comportement négatif. Négatif à son encontre, sa forme unilatérale qui consiste à être seulement immédiate ou fin. Que le vrai ne soit effectif que comme système ou que la substance soit essentiellement sujet est exprimé dans la représentation qui énonce l'absolu comme esprit, le concept le plus sublime. Le spirituel seul est l'effectif. Il est l'essence ou ce qui est en soi, l'esprit qui se sait comme esprit est la science. La substance en général est esprit, l'essentialité transfigurée, la réflexion qui est elle-même simple, l'être qui est la réflexion dans soi-même. La science se présente en relation à l'autoconscience immédiate, principe de l'effectivité, ce devenir de la science en général ou du savoir est ce que présente cette phénoménologie de l'esprit. Ce devenir apparaît comme quelque chose d'autre que l'initiation de la conscience non scientifique. Conduire l'individu de son point de vue inculte au savoir est à saisir dans son sens universel, à considérer dans sa culture. L'individu particulier et l'esprit incomplet, l'être là concret inférieur, s'est abaissé. La culture de l'individu consiste en ce qu'il acquiert, ce qui est présent là, consume dans soi sa nature inorganique et en prend possession pour soi. La substance de l'individu, l'esprit du monde, a eu la patience de parcourir ses formes dans la longueur et l'extension du temps, l'agir du soi universel, l'intérêt du penser, Le bien connu en général, pour la raison qu'il est bien connu, n'est pas connu. L'acte d'analyser une représentation est acte de sursumer la forme de son être bien connu, l'énergie du penser, du jeu pur, gagnant sa vérité en tant qu'il se trouve dans le déchirement absolu. Le représenté devient propriété de l'autoconscience pure. L'élévation à l'universalité, pas encore culture achevée. Les déterminations, le jeu puissance du négatif ou effectivité pure. Ce mouvement des essentialités pures constitue la nature de la scientificité en général. L'être là immédiat de l'esprit, la conscience du savoir et de l'objectivité négative pour le savoir. La science est science de l'expérience que fait la conscience. La conscience ne sait et ne conçoit rien que ce qui est dans son expérience.
l'inégalité qui a lieu dans la conscience entre le jeu et la substance qui est son objet, et leur différence, le négatif en général. Les représentations empêchent plus que tout l'accès à la vérité. Le vrai et le faux appartiennent aux pensées déterminées qui, dépourvues de mouvement, ont valeur d'entité propre. Le faux serait l'autre, le négatif de la substance. En tout faux, il y a du vrai, comme l'huile et l'eau qui, sans pouvoir se mélanger, ne sont reliés que de façon extérieure. Le mouvement de la preuve mathématique n'appartient pas à ce que l'objet, mais étant un agir extérieur à la chose, avec un C majuscule. Le surgir intérieur ou le devenir de la substance est inséparablement acte de passé dans l'extérieur ou dans l'être là, être pour autre chose. Dans le connaître mathématique, l'intellection pour la chose est agir extérieur. Le matériau à propos duquel la mathématique garantit son heureux trésor de vérité est l'espace et le un. Le savoir s'avance sur la ligne de l'égalité, car ce qui est mort n'en vient pas à des différences de l'essence, pas à l'automouvement immanent qualitatif. La mathématique immanente est celle que l'on nomme pure. La philosophie considère non pas une détermination inessentielle, mais elle dans la mesure où elle est détermination essentielle. Le mouvement total constitue le positif et sa vérité. Le phénomène est le surgir et disparaître qui lui-même ne surgit qu'en disparaissant, que s'il disparaît. Il ni ne disparaît, le surgit, mais en soi et constitue l'effectivité et mouvement de la vie de la vérité. La science ne peut s'organiser que pour la vie propre du concept. Le mouvement de l'étang est d'une part du devenir à soi un autre et de parvenir ainsi à son contenu immanent. De l'autre côté, il reprend en soi ce déploiement ou cet être-là, sien. Le connaître scientifique exige de s'en remettre à la vie de l'objet ou de ce qui est la même chose, d'avoir devant soi et d'énoncer sa nécessité intérieure. Le subsister de l'être-là est l'égalité à soi-même ou l'abstraction pure, sa pure intériorité est reprise dans soi, son devenir. C'est dans la nature de ce qui est d'être dans son être, son concept, que consiste en général la nécessité logique. Ce qui importe en l'étude de la science est de prendre sur soi l'astreinte du concept. Habituellement, le sujet est d'abord placé au fondement comme le soi objectif. Fixe de là, le mouvement nécessaire procède jusqu'à la variété des déterminations ou des prédicats. Ici, à la place du sujet, le jeu lui-même qui sait entre en scène et est acte de rattacher les prédicats et le sujet qui les tient. Dans les propositions, Dieu est l'être, le prédicat est l'être, il a une signification substantielle dans laquelle le sujet s'écoule. Être ne doit pas être ici prédicat, mais l'essence. Évitez le nom Dieu, car ce mot n'est pas de façon immédiate en même temps concept, mais le nom proprement dit, le repos fixe du sujet se trouvant au fondement. Par contre, l'être ou le un, avec un U majuscule, la singularité, le sujet, le soi signifie immédiatement des concepts. Le jugement est au-delà de ce qui est juge, c'est en vêtements pontificaux que s'avance le sentiment sublime de l'éternel, du sacré, de l'infini. Pensée vraie et intellection scientifique ne peuvent être gagnées que dans le travail du concept. Lui seul peut produire l'universalité du savoir. La philosophie aristotélicienne se trouve estimée pour sa profondeur spéculative et le Parménide de Platon le plus grand chef-d'œuvre de la dialectique antique. Le connaître est un médium passif au travers duquel la lumière de la vérité parvient jusqu'à nous telle qu'elle est dans et par ce médium.
Connaître la loi de la réfraction, il ne sert à rien de s'y soustraire. La préoccupation de tomber dans l'erreur pose une méfiance dans la science. L'absolu seul est vrai. Rendre l'esprit expert à examiner ce qui est la vérité, l'intégralité des formes de la conscience non réelle se dégagera de par la nécessité même du procès et de la connexion, du process et de la connexion. Le scepticisme voit dans le résultat que le néant pur, le résultat tel qu'il est en vérité comme négation déterminée, surgit immédiatement. Le but est fixé au savoir. La crainte de la vérité peut se dissimuler à soi et aux autres derrière l'apparence. Trouver une autre vérité que l'unique vérité de la vanité. Dans cette recherche, le savoir est notre objet. Il est pour nous. Quand la conscience s'examine elle-même, il ne nous reste plus que l'acte pur de regarder. Car la conscience est conscience de l'objet et conscience de soi-même. La conscience change son savoir pour le rendre conforme à l'objet. Mouvement dialectique que la conscience exerce en elle-même. L'expérience de la non-vérité, nous la faisons à un autre objet. Ce chemin vers la science est déjà lui-même science, et selon son contenu, science de l'expérience de la conscience. Le phénomène devient égal à l'essence et désignera la nature du savoir absolu lui-même. Le contenu concret de la certitude sensible est une connaissance d'une richesse infinie. La conscience est dans cette certitude comme le je pur. L'être pur constitue l'essence de cette conscience et de cette certitude, et elle énonce sa vérité, comme sa vérité. Cette certitude sensible prouve en elle-même l'universel comme la vérité de son objet. La force de sa vérité se trouve dans le je. La dialectique de la certitude sensible n'est rien d'autre que l'histoire simple de son mouvement ou de son expérience. La vérité du ceci sensible pour la conscience doit être expérience universelle. Ce que l'on nomme ineffable, l'ineffable, n'est rien d'autre que le non-vrai, l'irrationnel, le simplement opiné. La certitude immédiate ne s'approprie pas le vrai, car la vérité est l'universel. L'universel comme principe est l'essence de la perception. Le ceci est posé comme non-ceci ou comme sursumé. Le sursumé est un nié et en même temps un conservé. L'universalité sensible ou l'unité immédiate de l'être et du négatif n'est ainsi propriété que dans la mesure où le un et l'universalité pure sont développés à partir d'elle. Ce qui se perçoit à la conscience a la possibilité de l'illusion. L'universalité est dans le principe, le nul, le sursumé, a pour critère de la vérité l'égalité à soi-même. L'objet que j'appréhende se propose comme purement un. J'aperçois la chose comme un. Nous sommes conscients que la diversité tombe en nous. En cet acte de percevoir, la conscience est consciente qu'elle ne réfléchit aussi que dans soi-même. La chose est un. Réfléchie dans soi, elle est pour soi, égale à soi-même. Réfléchit dans soi, un, mais cet être un pour soi est posé dans une unité avec son contraire, l'être pour un autre et pour cette raison seulement comme quelque chose de sursumé. C'est à partir de l'être sensible que l'objet devient un universel. La singularité sensible disparaît dans le mouvement dialectique de la certitude immédiate et devient universalité, mais seulement universalité sensible. Rassembler les pensées de cette universalité et singularité du aussi et du un, de cette essentialité qui est rattachée nécessairement à une inessentialité et d'un inessentiel qui pourtant est nécessaire.
rassembler les pensées de cette inessence et par là les sursumer. L'entendement a sursumé sa non-vérité propre et la non-vérité de l'objet. C'est inconditionnellement universel et objet pour la conscience. Ce mouvement est ce que l'on nomme force, l'un des moments étant leur extériorisation. Il faut que s'extériorise la force refoulée dans soi. La force comme effective n'est purement et simplement que dans l'extériorisation, laquelle en même temps n'est rien d'autre qu'un acte de sursumer soi-même. Cette force étant représentée comme libre de son extériorisation, étant pour soi, elle est la force refoulée dans soi. La vérité de la force demeure donc seulement la pensée de cette même force. L'être déployé de la force, l'être qui pour l'entendement lui-même est désormais un disparaître, qui se nomme pour cette raison phénomène. Dans ce vrai intérieur comme dans l'absolument universel, vient à s'ouvrir désormais au-dessus du monde sensible entendu comme le monde phénoménal, élément pur dans lequel la vérité a son essence, la vérité du sensible et du perçu et d'être phénomène. Le suprasensible est donc le phénomène comme phénomène. Le monde suprasensible est du coup un calme royaume des lois, au vrai au-delà duquel le monde perçu présente la loi que sous sa forme de changement. Ce royaume des lois est la vérité de l'entendement, vérité qui a le contenu en la différence et qui est dans la loi. L'attraction universelle dit seulement ceci, que tout a une différence permanente par rapport à autre chose. Il faut que le concept pur de la loi comme attraction universelle se trouve saisi dans sa signification vraie. Le positif n'est que comme rapport à un négatif, où le positif est en lui-même la différence de soi-même, comme pareillement le négatif est l'électricité. Cette différence appartient à la définition de l'électricité, et cela est purement et simplement son concept et essence. La différence n'est pas différence à soi-même. L'universel, la force, est différent en regard de la partition qui est dans la loi. L'événement singulier de l'éclair, par exemple, se trouve saisi comme quelque chose d'universel, et cet universel énoncé comme la loi de l'électricité. L'explication ressaisit ensuite la loi dans la force entendue comme l'essence de la loi, la force s'extériorisant, force refoulée dans soi. Le concept exige de l'absence de pensée de rassembler les lois et de devenir consciente de leur opposition. Opposition. La différence est différence intérieure ou différence en soi-même, en tant que l'égal est inégal à soi, l'inégal égal à soi. Le monde perçu se trouve inversé dans son contraire, selon la loi du monde, renverser la loi immédiate de la vengeance sur l'ennemi et la satisfaction suprême de l'individualité blessée. Le rétablissement de moi comme de l'essence par l'acte de sursumer l'essence étrangère se renverse dans l'autodestruction. La punition qui, selon la loi du premier monde, déshonore et anéantit l'homme qui se transforme dans son monde renversé, dans la grâce qui maintient son essence et le remet en honneur. Une opération qui, dans un phénomène et crime, devrait dans l'intérieur pouvoir être à proprement parler bonne. Quant au crime effectif, il a son renversement et son en soi comme possibilité dans l'intention comme telle, mais non dans une bonne. De la représentation du renversement qui constitue l'essence de l'un des côtés du monde, suprasensible, il importe d'éloigner la représentation sensible d'une stabilisation des différences. Par infinité, nous voyons la loi achevée en elle-même jusqu'à la nécessité et tous les moments du phénomène assumé dans l'intérieur. L'égal à soi-même se dédouble, il se sursume, infinité ou inquiétude absolue du pur acte de se mouvoir soi-même.
L'acte d'expliquer de l'entendement fait la description de ce qu'est l'autoconscience. Il sursume les différences présentées là, dans la loi. Je me différencie de moi-même, et c'est en cela immédiatement pour moi que ce différencier n'est pas différencié. Le savoir de ce qui est la vérité de la représentation du phénomène et de son intérieur n'est lui-même que résultat d'un mouvement circonstancié. Nous nommons concept le mouvement du savoir. Avec l'autoconscience, nous sommes entrés dans le royaume natif de la vérité. L'autoconscience est la réflexion à partir de l'être du monde sensible et perçu, et le retour à partir de l'être autre, se présentant comme le mouvement où cette opposition est sursumée et où on lui advient l'égalité de soi-même avec soi. L'autoconscience est tout d'abord désir, l'essence et l'infinité comme l'être sursumé de toutes les différences. L'élément fluide n'est lui-même que l'abstraction de l'essence, où il est effectif que comme figure. Le je simple est ce genre ou l'universel simple pour lequel les différences n'en sont pas. L'autoconscience n'atteint sa satisfaction que dans une autre autoconscience. La conscience n'a que dans l'autoconscience, entendue comme le concept de l'esprit, son point tournant en s'engageant dans le jour spirituel de la présence. L'agir est un agir en regard de soi et en regard de l'autre, jeu de force dans la conscience. L'autoconscience est d'abord être pour soi simple. Son essence est objet absolu, lui et je. Dans cette immédiateté, elle est quelque chose de singulier. La présentation de soi comme abstraction pure de l'autoconscience consiste dans le fait de se montrer comme négation pure de son mode objectif. Dans l'autoconscience immédiate, c'est le je simple qui est l'objet absolu et pour nous la médiatisation, la médiation absolue. Le maître se rapporte au serviteur médiatement par l'être autostant, car c'est justement par là que le serviteur est tenu. C'est là sa chaîne. Le maître est la puissance sur cet être, la conscience inessentielle, et pour le maître l'objet qui constitue la vérité de la certitude de soi-même. La vérité de la conscience autostante est la conscience servile. Son essence est l'inverse de ce qu'elle veut être. Le sentiment de la puissance absolue est dans le détail du service. Et seulement la dissolution en soi, et bien que la crainte du maître soit le commencement de la sagesse, la conscience est en cela pour elle-même, non l'être pour soi. Le travail en revanche est désir réfréné, disparaître, retenu. Sans la discipline du service et de l'obéissance, la crainte en reste à ce qui est formel et ne s'étend pas sur l'effectivité consciente de l'être là. Pour l'autoconscience autostante, c'est l'abstraction pure du je qui est son essence. Dans le concept de la conscience autostante, l'être en soi est la conscience. L'expansion, singularisation et enchevêtrement multiple en se différenciant dans le soi de la vie, sont l'objet en regard duquel sont à l'œuvre le désir et le travail. Cette conscience est négative en regard de la relation de la maîtrise et de la servitude. Son agir est dans la maîtrise de ne pas avoir sa vérité dans le serviteur, ni comme serviteur sa vérité en la volonté du maître et en son acte de servir. Les termes universels du vrai et du bien, de la sagesse et de la vertu sont source d'élévation. Le scepticisme est la réalisation, ce dont le stoïcisme n'est que le concept et l'expérience effective de ce qu'est la liberté de la pensée, en soi le négatif. L'autoconscience sceptique fait l'expérience de sa liberté propre, comme par elle-même donnée à soi et maintenue. Elle est à soi cette ataraxie du se penser soi-même, l'immuable et véritable certitude de soi-même. La conscience elle-même est l'inquiétude dialectique absolue. Cette conscience connaît sa liberté comme élévation au-dessus de toute confusion et de toute contingence de l'être là. Dans le scepticisme, la conscience fait l'expérience de soi comme d'une conscience contradictoire dans soi-même. La conscience malheureuse est la conscience de soi.
en tant que l'autre est une figure de la singularité comme elle l'est elle-même, et elle vient à être l'esprit qui est à la joie de se retrouver là, soi-même, de se trouver là, soi-même. La conscience malheureuse est par-delà la pensée, le pensée pure, pensée abstraite du stoïcisme qui détourne les yeux de la singularité. Le retour de la puissance affective dans soi-même est à prendre comme quelque chose de singulier. C'est la puissance affective pure qui, pour nous ou en soi, s'est trouvée et est rassasiée dans soi. Rassasiée. L'effectivité contre laquelle se tourne le désir et le travail n'est plus à cette conscience un néant en soi. Dans son agir, la conscience est dans la relation des extrêmes. Le rapport opposé de la conscience ou sa réalité lui est immédiatement le néant. Son agir effectif vient à être un agir de rien, éponyme, qui donne son nom à quelque chose. Ou à quelqu'un du même nom. Le contenu de cet agir est la destruction que la conscience entreprend avec sa singularité. La conscience est en soi, déprise également de son malheur. Certitude brisée en soi son malheur et le malheur renversé, ou jouissance bienheureuse, agir absolu. La conscience singulière est en soi essence absolue. Pour la conscience malheureuse, l'être en soi est l'au-delà d'elle-même. L'autoconscience est raison. La raison est la certitude de la conscience d'être toute réalité. Mouvement dialectique de l'opiné, du percevoir et de l'entendement. Maîtrise et servitude, combat de la libération absolue de la conscience. L'idéalisme énonce une certitude immédiate. La conscience entre en scène comme raison-réflexion à partir de cette certitude opposée. Affirmation de soi comme certitude et assertion et vérité. L'entrée en scène immédiate et l'abstraction de son être, présent là dont l'essence est être en soi et concept absolu. Le mouvement de son être devenu. La raison est la certitude d'être toute réalité, je, essentialité pure de l'étant. L'idéalisme énonce l'unité simple de l'autoconscience comme toute réalité. La pure essentialité des choses, tout comme leurs différences, appartiennent ainsi à la raison. La catégorie pure renvoie aux espèces. La conscience est à soi l'acte de chercher, et son objet l'en soi pure et essence. La certitude d'être toute réalité est la catégorie pure. La raison est toute réalité dans la signification du mien abstrait et que l'autre au mien est quelque chose d'étranger, indifférent. L'idéalisme affirme comme vrai le concept abstrait de la raison. La conscience observe. La raison prend sa réalité au sens de l'immédiateté de l'être. L'agir de la raison observante est à considérer dans les moments de son mouvement. La plante ne parvient pas à l'être pour soi, mais touche seulement à la limite de l'individualité. C'est dans cette limite qu'elle met en évidence l'apparence du dédoublement des sexes. La matière est non pas une chose étante, mais l'être comme quelque chose d'universel, ou dans le mode du concept. L'organique est cette fluidité absolue où est dissoute la déterminité. Elle est justement la liberté, mouvement de son agir. L'organique se montre comme quelque chose qui se maintient soi-même, un agir contingent. L'unité est essentiellement le mouvement intérieur de l'organique. La substance organique est l'âme simple, le concept de fin pure ou d'universel. La sensibilité exprime le concept simple de la réflexion organique dans soi ou la fluidité universelle. Quant à l'irritabilité, elle exprime l'élasticité organique qui consiste dans la réflexion se comportant comme réagissant et l'effectuation opposée au premier être dans soi en repos. Quant à la reproduction, elle est l'action de cet organisme total réfléchi dans soi comme réflexion dans soi. Elle a purement et simplement la réaction en elle.
être réfléchi dans soi et passivité ou être mort, et non une sensibilité. L'extérieur considère pour soi et la mise en figure le système de la vie s'articulant dans l'élément de l'être. La négativité est saisie comme unité apaisée ou être pour soi simple, l'inorganique considéré comme être en repos. L'intérieur inorganique est un intérieur simple qui pour la perception s'offre comme propriété, étant sa déterminité et essentiellement la grandeur. Sa liberté est une liberté étante, une déterminité au-delà de la grande influence. L'effectivité de l'homme est son visage. Lichtenberg. L'être vrai de l'homme est plutôt son acte. C'est dans lui que l'individualité est effective. L'individualité se présente comme l'essence négative où elle sursume l'être. Dans l'acte accompli, la mauvaise infinité est anéantie. L'acte est meurtre, larcin ou bienfait, acte de courage, on part dire de lui ce qu'il est. Son être n'est pas seulement un signe, mais la chose même. Être authentique, non sa figure. Effectivité, être là de l'homme, sa boîte crânienne. La raison observante répète dans l'élément de la catégorie le mouvement de la